on va parler un petit peu de tout ce qui va sortir, non pas tout ce qui est sorti cette semaine, parce que ce qui est sorti cette semaine, c'était pas fameux, mais tout ce qui va sortir en fait vendredi prochain. Pourquoi ? Parce que du coup comme ça, vous avez le temps de vous intéresser un petit peu au jeu pour pouvoir le voir, pour pouvoir peut-être aussi le demander de le mettre de côté chez votre ludicaire et des choses comme ça. L'idée c'est que vous puissiez vous y intéresser un petit peu tout en ayant ce côté de « Ah bah je le garde pour plus tard ». Et pas juste se dire à la sortie « Oh putain ça s'est sorti, je savais pas. Oh mon dieu, personne n'en parle ». Et bah voilà, là maintenant, des gens en parleront. Moi. Parce que nous sommes plusieurs. Ça c'est nouveau, bah oui. La première chose dont j'ai envie de vous parler qui va sortir la semaine prochaine, c'est Twilight Inscription. Alors, vous en avez déjà sûrement entendu parler quand même de Twilight Inscription en disant « Oh là là, c'est Twilight Struggle en mode roll and write, ça va être un truc de dingue, 2 heures de partie ». Sans tu dirais qu'il y a beaucoup de sorties pour la rentrée vers les fêtes de fin d'année et plus calme l'été ou rien à voir? Ah si, complètement. Complètement. Vous avez en fait, ça va aller là de plus en plus rapidement, de septembre jusqu'à novembre. Ça va faire comme ça, vraiment en mode courbe exponentielle de sortie. Ensuite, vous allez avoir un gros crash entre à décembre et janvier. Décembre, il y aura quand même quelques sorties, mais ce sera surtout des extensions, des trucs comme ça. Et très peu de nouveaux jeux. Ou sinon des jeux qui auront du retard. Et du coup, c'est malheureusement raté pour eux. Ça sera un échec commercial. Enfin, en tout cas, ça impactera leur vente, ça c'est sûr. Et ensuite, vous allez avoir un pic à février pour Cannes, qui va du coup se prolonger un petit peu sur mars-avril. Il y aura, du coup, qui va redescendre un petit peu. Il y aura un petit pic sur mai-juin pour l'été. Et ensuite, ça va descendre sur juillet-août et ça va repartir comme ça. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, en ce moment, il va y avoir beaucoup de sorties là, dans les prochaines semaines. C'est très cool, hein, moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça va être compliqué à tout suivre. Mais donc du coup, on va quand même parler de... C'est la folie des sorties. En vrai, c'est plutôt octobre pour le monde du jeu. Mais septembre, c'est la folie des sorties aussi en bouquin. Donc il y a un petit double qui se fait. Et donc du coup, Twilight Inscription, outre que voilà, c'est un roll and write expert, ça veut rien dire. Il y a beaucoup de jeux qui sortent, là c'est dur, prends 15 jours de vacances. Ah bah je me prépare moi pour la reste, hein, parce que là ça va sortir de fou, mais ça va encore plus sortir après. Hein. Qu'est-ce que c'est, comment ça va se passer? En fait, dans Twilight Inscription, voilà. Ceci est votre zone de joueur. Ce n'est pas la zone de tout le monde. C'est-à-dire que chaque joueur aura du coup ce truc-là. Vous aurez en fait chacun du coup 4 grilles qui auront différentes conséquences. C'est en fait différentes stratégies que vous allez pouvoir faire. Vous allez aussi avoir votre perso qui est là. Enfin non, votre famille qui est là-bas. Et des unités spéciales, des trucs que vous récupérerez plus tard aussi ici. Dans l'idée en fait de chaque tour, vous allez en fait avoir le joueur qu'ils appellent ça l'orateur ou le speaker, qui va à chaque fois révéler une carte événement, il va lancer les dés, et ensuite vous allez en fait en fonction de l'événement et des dés récupérer des ressources que vous allez pouvoir utiliser sur l'une de vos grilles. Vous ne pourrez faire à chaque manche qu'une grille active, et donc du coup il va y falloir bien choisir, bien optimiser, bien gérer ça, sachant aussi que vous allez avoir différentes sources d'interaction avec vos adversaires. La première interaction, c'est l'interaction de l'exploration, qui est cette zone-là, qui en fait vous permet de rejoindre la capitale. En gros, pour vous faire le petit pitch, la civilisation qui gérait la capitale, elle est décédée, et donc du coup, il faut la piquer avant les autres. On dirait que ça fait comme une courbe en game design que tu parlais des fois, pour je crois la montée en puissance, satisfaction des joueurs, ou un truc comme ça.
grimpe, puis redescend, s'estompe, etc. Oui, bah oui, complètement, oui. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont un rythme un petit peu comme ça pour justement créer des moments de pulsion d'achat et des moments plus calmes aussi pour que les gens puissent récupérer un petit peu. Pas dépenser tout et qu'ils soient pas à la rue à chaque fois. Et vous allez aussi avoir un axe plutôt tourné sur les ressources, générer des ressources. Vous allez avoir un axe militaire et vous allez avoir un axe scientifique, si je dis pas de bêtises. Et dans l'idée, il va falloir essayer de bien vous développer, etc. Il y a de l'interaction avec les autres joueurs parce que quand vous faites l'exploration, le premier arrivé à la capitale marquera plus de points que le deuxième, que le troisième, etc. Et vous allez aussi avoir de la confrontation militaire avec vos voisins de gauche et de droite. Vous n'allez pas avoir de confrontation militaire avec les personnes plus éloignées de vous, de la table. Il y a aussi un mode solo et un mode duo, mais ça n'a pas l'air d'être le plus optimal. Clairement, mieux vaut y jouer à partir de 3. Mais clairement, voilà, vous voyez, il y a quand même énormément de choses qui sont faites, qui sont gérées, etc. Vous allez aussi pouvoir, en fait, après, sous certaines conditions, débloquer du coup, pour pouvoir récupérer des nouvelles ressources. Vous allez avoir la possibilité de récupérer des véhicules, des personnages, etc. Évidemment, je vous explique pas tout, sinon on est parti pour des heures à vous expliquer Twilight Inscription. On va vous dire, c'est pas complètement ma cam non plus, c'est pas mon genre de jeu, mais moi qui considère les jeux de bingo comme des jeux exclusivement accessibles, bah après c'est bien aussi d'avoir cette version au contraire très experte. C'est beaucoup plus agréable, ça change un petit peu et ça apporte un côté un petit peu nouveau à ce système de roll and write, ce qui est cool. En vrai, ça c'est cool. Ensuite, qui va sortir la semaine prochaine, vous allez avoir Iroba. Iroba, c'est un jeu abstrait de Sudoku. Comment ça va se passer dans Iroba ? Vous allez en fait avoir en début de partie une disposition de différentes tuiles qui vont former des zones. À votre tour, il va falloir jouer une tuile, enfin un jeton de votre couleur sur au début votre case de départ, puis ensuite dans la ligne ou la colonne dans laquelle vous avez joué précédemment. Et évidemment pas dans la même zone de jeu. Aussi, autre contrainte du Sudoku justement, c'est que vous ne pouvez pas poser la même valeur si elle est déjà posée sur une ligne ou une colonne. Donc il faut faire attention. Et donc du coup il y a ce côté en fait jeu abstrait où on va chacun son tour essayer de se placer, essayer de coincer les autres pour à la fin essayer d'être majoritaire en termes de valeur sur les zones. Dans l'idée où si vous êtes la valeur la plus forte sur l'une des zones, c'est vous qui obtenez la zone, elle vous rapporte autant de points que son nombre de cases, si je ne dis pas de bêtises. Aussi, vous pouvez récupérer, avant le calcul des scores, des carpes koi. Les carpes koi, comment vous les obtenez ? Si votre total de valeur est le plus bas autour de la carpe koi, c'est vous qui l'obtenez. Et ensuite, vous placez la carpe koi dans l'une des zones libres, dans l'une des cases libres des zones que vous contrôlez. Et ce qui fait que ça va multiplier en fait le score par 2. Donc il y a ce côté, il va falloir essayer de chasser, on va dire, les carpes koi, tout en essayant de contrôler les zones, tout en s'en bloquant les uns les autres. Ça a l'air d'être un peu casse-tête, mais franchement, à 2 joueurs, ça doit être très cool. Ça se joue quand même jusqu'à 4, mais je pense qu'à 4, c'est hyper dur de prévoir les coups. Et en vrai, moi j'hésite à l'acheter pour pouvoir jouer avec ma mère. Parce que ma mère adore le Sudoku. Genre pour de vrai, elle est vraiment très fan de Sudoku. Elle en a vraiment, je fais énormément. Donc en vrai, ça peut être marrant de jouer avec elle, sachant qu'elle n'est pas très jeu de société non plus. Ça peut être très rigolo. Ensuite, autre sortie qui va arriver aussi chez Gigamic, Snake S. Sous cette boîte vous avez l'impression, peut-être si vous la regardez de trop près, qu'elle est en train de bouger toute seule. Ce qui est en train de se passer sur mon écran, sur mes yeux là, c'est très hypnotisant. C'est très étonnant. Et les carpes, j'ai expliqué comment ça marchait. Je réexplique. Si vous êtes la valeur la plus faible autour de la carpe, vous la récupérez. Ensuite, vous la placez sur l'une des zones que vous contrôlez. Ça multiplie le score par 2 dans cette zone. Ta mère a une carpe ? Oui, en plus, oui. Parce qu'elle a des carpes dans son jardin.
Donc Snake à partir de 12 ans. Pour 4 joueurs à 8 joueurs. Donc quand même, il faut être joué à nombreux. C'est normal, c'est un jeu à rôle caché. Aussi, c'est un jeu de Phil Walker Hardin. Très bonne personne, Phil Walker Hardin. Souvenez-vous. Je vais essayer de vous reciter les jeux de Phil Walker Hardin. C'est Gizmo, Imhotep, Sushi Go Party. C'est aussi La Malande, Explorer, mais Super Mega Lucky Box, Adventure Game. En vrai, quand même assez prolifique. Et dans l'idée de Snake, en fait, vous allez avoir un rôle au début de chaque manche. Vous pouvez soit être un humain normal, soit être la mangouste de la vérité, soit être le serpent, être l'un des serpents. Une fois que tout le monde a connu son rôle, on va révéler une question au centre de la table. Tout le monde la lit. Ensuite, tout le monde ferme les yeux. Les serpents, enfin la personne qui gère normalement la question retourne la carte pour que la réponse qui soit notée sur la carte question elle soit révélée. Les serpents ouvrent les yeux pour voir la réponse. Et ensuite, on retourne la carte pour remettre que la question et tout le monde rouvre les yeux. L'idée maintenant, c'est que les gens ont 2 minutes, top chrono, pour pouvoir discuter autour de la table de c'est quoi la réponse. Ça va débattre, ça va réfléchir. Il y a la mangouste de la vérité qui doit toujours dire la vérité. Sinon, les autres joueurs peuvent dire ce qu'ils veulent. Et l'idée, évidemment, ça va être de débattre, de discuter et évidemment pour les serpents, de piéger les joueurs autour de la table. Ainsi que la mangouste. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la mangouste et les humains vont gagner 1 point de victoire pour chaque personne qui a eu bon, et les serpents vont gagner 1 point de victoire pour chaque personne qui a eu faux. Et à chaque fois, on va faire une nouvelle manche et on va redistribuer les rôles, on va remettre une question. Et donc il y a ce côté où en fait ce sera toujours des questions un petit peu de côté culture G. Ça ressemble pas mal à Insider. Il y a un côté Insider, effectivement, mais il y a aussi un côté quiz culture G et un côté où là il y a vraiment des gens qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues. Il y a des traîtres. Insider, t'as pas de traîtres, c'est des gens qui sont là pour t'aider. Alors que là, il y a ce côté où en fait il faut mettre le doute, il faut scier le doute chez les gens, etc. Et je trouve ça très cool. Moi je trouve que le concept est assez chouette. Et aussi ce côté culture G est marrant. Je trouve ça plus sympa que juste un mot à faire deviner. Évidemment, si tu as la connaissance, parce que même si tu as la connaissance, tu peux te faire perturber par les autres joueurs qui peuvent diriger les autres vers faire des fausses informations, etc. Donc, c'est très cool. Ensuite, qui va sortir aussi Coatl, mais Coatl, le jeu de cartes. Et oui, parce que vous vous souvenez de Coatl, le jeu classique, qui n'avait pas hyper bien marché. Les questions qu'un mot, t'as raison. Il y a un côté pigeon-pigeon aussi, je trouve. Effectivement, il y a un côté pigeon-pigeon sur Snake S. Et du coup, Coatl, le jeu de cartes, en fait, ça reprend le concept de base de Coatl, mais ça change vraiment de mécanique de jeu en termes d'interaction entre les joueurs, et je trouve ça vraiment très cool de ce point de vue-là. Coatl avec les workers sur le côté, c'est possible. Je me rappelle pas. Et en fait, dans Coatl, vous allez avoir chacun, du coup, votre Coatl à créer, comme partie de Coatl classique. Sauf que là, en fait, ça va être avec un système de cartes. Vous allez pouvoir en fait superposer les cartes, les placer un peu où vous voulez pour pouvoir construire du coup votre serpent à plumes. Mais aussi, vous allez avoir des objectifs. Vous allez avoir des objectifs devant vous, ainsi que sur un marché d'objectifs. Si, quand vous posez... c'est pas ça du tout. Ah, bah non, du coup, non. Je ne sais pas, je me suis pas trop renseigné sur le jeu classique. Oui, j'ai pas le choix. Mais du coup, ce que vous allez en fait avoir, c'est du coup là plutôt un système d'interaction entre les joueurs où à chaque fois en fait vous posez une carte
Si vous avez validé l'un de vos objectifs, il vous fait gagner plus de points. Si vous l'avez validé 3 fois, il est sécurisé. Et ensuite, vous vérifiez si vous n'avez pas validé un objectif chez vos voisins. Et si vous validez un objectif chez vos voisins, vous le prenez et vous lui piquez. Ce qui fait que du coup, votre voisin, il se retrouve avec son objectif en moins. Il peut évidemment le revalider pour vous le repiquer. Peut-être qu'à ce moment-là, ça pourra chez lui le bloquer si ça a validé plusieurs fois d'un coup. Mais il y a ce côté, du coup, où on va en fait à chaque fois se piquer les objectifs de nos voisins, essayer de valider nos objectifs aussi, en évitant de se faire piquer les siens, etc., etc., tout en essayant d'en récupérer des nouveaux à chaque fois. Et je trouve que c'est vraiment très intelligent ce truc-là, parce que c'est quelques cartes à gérer en main, où est-ce que je le pose, et en même temps, quelles vont être les interactions avec les autres joueurs, parce qu'on va se piquer les objectifs les uns les autres. Et ça se joue de 1 à 4, je sais pas ce que vaut le mode solo, vraiment, mais quand j'ai eu la présentation du jeu à 3 ou à 4, franchement, ça avait l'air vraiment très cool. À 2, ça a l'air d'être un peu plus casse-tête, mais à 3-4, ça a l'air d'être très marrant. Et franchement, j'étais assez bluffé du truc. Alors que Coat l'avait pas non plus hyper bien marché, outre le matériel. Et aussi, vous avez du coup une micro-extension pour Coat, le jeu de base, si vous l'avez déjà. Parce que du coup, vous avez des nouveaux morceaux de serpent à plumes. Tout simplement. Voilà, et en vrai, ça avait l'air très chouette, ça. Et donc, ça sort vendredi. Aussi, qui sort vendredi, vous avez Farm Club qui va sortir. Alors, cette boîte me donne pas du tout envie d'acheter le jeu. Voilà, je vous le dis, c'est quand même vraiment pas beau. Basé du coup inspiré en tout cas du livre La ferme des animaux. Vous allez avoir en fait dans Farm Club chacun votre ferme et vous allez pouvoir à votre tour récupérer un animal ainsi que l'objectif qui lui est rattaché. Ces objectifs va vous demander du coup d'avoir une certaine quantité d'animaux du même type ou d'avoir plus d'animaux d'un autre type ou d'avoir une disposition d'animaux particulière. Certains des objectifs se valideront instantanément quand vous le validez, d'autres se feront qu'en fin de partie. Aussi, vous allez avoir la possibilité soit de vous réorganiser. Que penses-tu de la boîte ? La boîte est dégueulasse. Voilà. Elle est originale, mais elle est pas belle. Clairement, moi je vois ça. Je vois ce cochon là en gros plan. J'ai pas envie d'acheter la boîte. Parce que quand je l'ai vu à Cannes en février, là, je le trouvais déjà moche. Donc, voilà. Pourquoi avoir fait ça ? Au moins, ça se démarque. C'est pas halal. Ah ouais, non, c'est pas halal, là. C'est pas halal du tout. Enfin, si, c'est... En soi... Non, c'est pas halal, non. En fait, tu peux pas... Non, en général, tu peux pas. Tu peux pas toucher non plus, donc non, c'est pas halal. Mais du coup, vous allez avoir aussi cette possibilité de soit, en fait, ne pas prendre l'objectif et pouvoir réorganiser votre ferme comme vous voulez, ou sinon... une fois durant la partie, vous pourrez prendre un animal et le mettre en tant que chef des animaux. Il aura du coup un petit truc spécial et aussi il y aura un objectif spécial par rapport à ce chef des animaux en plus de ça. Donc voilà. En soi, le matos c'est cool. Effectivement, l'un des arguments c'était que ça se jouait de 2 à 5. Je vois pas trop. C'est plus sympa quand ça se joue quand même à plus parce que tu te piques facilement les cartes, etc. Il y a un peu plus d'interaction. Mais c'est vrai que ça doit bien se jouer à 2 aussi. Mais franchement, le design, je trouve vraiment pas dingue. Ces gros plans d'animaux par rapport à ce côté mignon là, je trouve que c'est pas raccord en fait. Il y a un truc qui me turlupine. On aurait pu vraiment faire un jeu mignon de ferme. Et ces gros plans d'animaux m'agressent un poil trop, quoi. Si, complètement, hein, complètement, c'est une référence à la ferme des animaux. J'ai vu que le jeu est sur BGA mais jamais testé. Ah bah, si vous voulez, vous pouvez du coup le tester sur BGA avant qu'il ne sorte en boutique. Mais voilà, ça sort la semaine prochaine. Et ensuite, on a du coup, qui va sortir aussi, Dinosaur Island Roar and Ride, qui a déjà une très bonne note.
déjà, c'est un bon point. Parce qu'il est déjà sorti aux États-Unis. Et du coup, c'est basé en fait sur le jeu de société Dinosaur Island qui était déjà sorti. Et là, ils en ont fait un jeu roll and write de draft de dés et de, on va dire, un peu gestion d'ouvriers. Parce qu'en fait, chaque dé que vous allez récupérer, ce sera du coup un ouvrier que vous pourrez du coup utiliser pour pouvoir améliorer votre zoo de dinosaures. Vous avez différentes manières de le faire. Soit en fait vous allez pouvoir améliorer votre personnel. Vous allez pouvoir améliorer vos dinosaures, avoir des nouveaux ouvriers, ou sinon pouvoir du coup en fait construire votre parc en du coup mettant des salles, des couloirs, etc. pour pouvoir du coup créer le meilleur zoo de dinosaures. Voilà. Et donc voilà, vous avez du coup les différentes attractions que vous allez pouvoir placer. Oula, c'est très zoomé, c'est vraiment très zoomé. Mais du coup, vous allez pouvoir placer du coup des boutiques de merch, des stands de nourriture, des attractions, et du coup aussi avoir tout ce côté de gestion en fait, du coup de l'excitation, du tour des dinosaures, etc., etc. En vrai, le jeu est joli, le matos est très chouette, que j'avais vu la version quasi finale à PEL, et en vrai c'est très sympa. Et franchement, c'est assez cool. Ces meeple dinosaures sont trop beaux. Mais en vrai, ça fait une grosse feuille aussi. Hein. C'est pas un expert, mais c'est un quasi-expert. Hein. Vous êtes, je pense, sur du 12 ans et plus ou du 10 ans et plus. Ouais, ils disent 10 ans et plus, mais weight 2,84 sur 5 quand même. Hein. Vous attendez pas non plus à un jeu léger. Hein. 2,84, c'est quand même assez lourd comme jeu. Hein. Donc voilà. Plutôt un 14 ans et plus qu'un 10 ans et plus, je trouve. Mais ça a l'air très chouette aussi. Des dinos, du roll and write un peu plus costaud, avec ce draft 2D et cette gestion des différents plateaux, des différentes zones de jeu. Franchement, je trouve ça très cool. En vrai, moi je vais vous dire ce qui me hype le plus. Si on devait faire les 3 jeux qui me hype le plus cette semaine, ce serait Iroba. Parce que ce côté Sudoku, confrontation à 2 à 4 joueurs, et ce côté jeu abstrait, ça me plaît vraiment énormément. Snake S, parce que c'est enfin un jeu de quiz à rôle caché, où il y a des trahisons, mais en même temps la culture G c'est cool et t'apprends des trucs. Et avec un design quand même assez marrant, je trouve. Et le dernier, ce serait Coatl, parce qu'il y a vraiment ce côté hyper simple du jeu de cartes, mais très interactif. Je joue ça, je te pique ça, je valide ça. Moi je joue ça, je valide ça, je te pique ça, etc., etc. Et ce côté ping-pong qui doit vraiment être hyper agréable.